Amis de l'interweb mondial, salut. Aujourd'hui est un grand jour. Non, Christophe Lambert n'a toujours pas tourné de bons films. Eh ouais, je sais. Non, Nicolas Cage n'a toujours pas trouvé de coupe de cheveux qu'il y a. C'est encore plus dément que ça. Ah bon? Eh ouais. Aujourd'hui, ton Movies Unchained entame sa mue. Il va y avoir plein de changements, on va rien changer, tout changer, ça va être... Bref, un énorme bordel, mais tu vas vite comprendre. Le 30 avril, sur vos écrans, est sorti The Amazing Spider-Man 2, la suite des aventures de l'araignée par Mark Webb. Pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait te faire un Spider-dossier avec une experte en la matière, Océane. Reste avec nous, ne va pas tisser. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man au cinéma, c'est 5 films, 2 réalisateurs à l'approche radicalement différente. Sam Raimi se concentre beaucoup plus sur les affres de l'adolescence de Peter Parker, en y ajoutant l'histoire des super-pouvoirs de Spider-Man, mais se concentre vraiment sur ses difficultés, son rapport aux autres, son rapport à lui-même, son rapport à ses parents, qui est également une autre des grandes différences d'approche entre les deux réalisateurs, puisque l'histoire des parents de Peter Parker est plutôt anecdotique chez Sam Raimi, tandis qu'elle est vraiment centrale dans l'histoire chez Mark Webb. À ce titre, mon avis personnel, c'est que Mark Webb respecte beaucoup plus le comics que Sam Raimi, mais je crois que Sam, t'es pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, ce qui me pose problème avec l'histoire des parents, c'est qu'elle prend une importance beaucoup trop grande dans les films de Mark Webb, alors que dans les comics, on apprend ça en une histoire, que les parents de Peter Parker sont des agents du SHIELD qui ont été tués parce qu'ils détenaient des secrets ultra confidentiels. Ici, je trouve que ça ne sert en rien l'histoire, que ça l'alourdit et qu'au final, ça se raccorde de manière très très grossière au reste. Donc Quentin... Ouais, ben moi, enfin, effectivement, peut-être par rapport aux comics, mais je pense que c'est pas non plus faux d'imaginer que la moitié du public n'a pas forcément lu les comics et de voir que Peter Parker, avec ce traumatisme des parents qu'on traite davantage, va avoir une motivation qui est autre que dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, son oncle est mort et il pleure pendant 3 films, avec des flashbacks de l'oncle dans sa voiture du paradis. Là. Alors que dans les films de Mark Webb, c'est un peu un Sherlock ou un Batman. Enfin, il va à la recherche, il est motivé par une enquête. Et du coup, c'est plus du tout la même motivation de personnage. Et je trouve ça, moi en tout cas, beaucoup plus prenant et intéressant que de voir un ado qui chiale. Moi, ce qui m'avait un petit peu gêné, notamment dans le premier film de Mark Webb, c'est que c'était pour moi après, les avis divergent là-dessus, mais pour moi, c'était vraiment une redite du premier de Sam Raimi, et ça me posait vraiment problème parce que le reboot a eu lieu très rapidement pour une question de droit. Mais c'est passé que 10 ans entre les deux. Oui, il s'est passé 10 ans, mais malgré tout, sur le premier, je trouve ça gênant parce que j'ai l'impression de revoir un peu le même film, certes fait différemment, mais ce qui n'est pas le cas avec le second volet qui vient de sortir, où Mark Webb vraiment prend le pas sur, à mon sens, tout ce qui a été fait par la trilogie de Raimi. Mais en fait, il y a aussi une grosse différence entre les deux, c'est le rapport entre les personnages et surtout les acteurs qui ont vraiment aussi une vision radicalement différente des personnages. C'est sûr. Et c'est la deuxième partie du dossier. Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out. 2 sagas pour Spider-Man au cinéma, donc, et 2 comédiens. Tobey Maguire pour la trilogie de Sam Raimi et Andrew Garfield donc pour les films réalisés par Mark Webb. Tobey Maguire qui est beaucoup plus fade, beaucoup plus effacé, et ce qui du coup en fait un personnage
nettement moins intéressant, alors qu'Andrew Garfield est beaucoup plus péchu. On est beaucoup plus dans l'action directe. Il y a une dynamique qui est liée certainement également au fait que la partie comédie romantique est un petit peu plus développée, ce qui fait que l'acteur a beaucoup plus de charme et beaucoup plus de charisme. En dehors de ces deux acteurs principaux, il y a bien sûr les personnages féminins. Kirsten Dunst qui apparaît donc dans la trilogie de Rémi, qui est agaçant au possible, mais alors vraiment c'est insupportable. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Et Ellis, fan Ellis, quoi. Alors que Emma Stone, elle est et encore plus dans le deuxième volet, elle a un charme. Voilà, ça pétille exactement. C'est hyper agréable. Le personnage est très intéressant. Très bien, beaucoup mieux caractérisé. Ils se sont bien trouvés en fait, voilà. Garfield et Stone, tout comme Dunst et Maguire allaient bien dans la. Ils se tiraient vers le bas et là voilà. Les deux se tirent vers le haut. Voilà, c'est un peu ça. Ils s'envolent. Hein. Ah, c'est ça. Et puis autre personnage, autre comédien qui compte dans les films. Vous avez donc la tante May qui est interprétée par Rosemary Harris dans la trilogie de Rémi, qui est vraiment pareil que Maguire en fait, effacée et pas très très intéressante. L'oncle Ben qui est joué par Cliff Roberts, beaucoup moins de peps que ne peuvent en avoir Martin Sheen, qui est donc dans le premier film de Mark Webb, et Sally Field, qui est vraiment voilà, une tante moderne qui a du peps c'est de façon générale entre les deux trilogies. Le premier prend beaucoup plus son temps dans les choses, le temps de développer l'histoire, c'est beaucoup plus lent, ouais. Tandis que le deuxième ramène tout de front, quoi. L'action, la romance, l'humour, c'est quand même un point. Et ça induit le jeu des comédiens. Oui, parce que rien que même si tu regardes les autres, que ce soit le bouffon vert qui est ultra surjoué comparé à celui de Mark Webb. De Mark Webb. Au niveau du casting, ça joue, tu vois. William Dafoe et Dundian. Voilà, merci. Bon, c'est diamétralement opposé. Il y en a un qui est dans la retenue, et il y en a un autre qui est carrément overjoué, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est ça au niveau du casting, ce qui change. C'est chez Rémi, c'est soit complètement réservé, soit complètement extraverti. Il n'y a pas tellement de juste milieu. On le voit dans la danse de Spider-Man, dans le troisième, c'est too much, quoi. Voilà, c'est too much et c'est mal fait. Voilà. Pour le coup, ça le mec ne peut pas assumer ce second degré. Il n'a pas les épaules pour. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rames et font coin coin. Alors que, voilà, habitué à la rom-com, il nous fait un tandem qui va super bien ensemble. Ah oui, qui est moteur. Ça fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Céane ? Pour moi, Emma Stone, c'est la Gwen Stacy ultime. C'est vraiment, c'est la ressemblance physique est frappante. Et son duo avec Peter Parker, ça fonctionne super bien. Ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont amoureux. Voilà, c'est le couple parfait. Et donc oui, ils vivent des crises comme n'importe quel couple. Mais il y a vraiment cette petite étincelle qui, à mon sens, manquait entre Maguire et Dunst, où tu sentais que c'était plus dans la gêne, dans le nanana. Et il nous gênait d'ailleurs. Ouais, c'était gênant. Non, mais c'est vrai que les scènes, même dans Spider-Man 2, la scène où ils se parlent dehors devant chez Peter, ça m'embarrasse. Je me sens pas à l'aise en regardant ça en me disant mais ils ont l'air super embarrassés. Alors est-ce que je sais pas comment regarder cette scène, quoi. Alors que chez Webb ça coule de source. Et pour moi c'est la partie la mieux écrite des films d'ailleurs. Carrément. Et d'ailleurs à la limite ils sont même moins intéressants chez Rémi que les méchants dont on va parler tout de suite. Une constante chez les méchants de Spider-Man, que l'on soit chez Rémi ou chez Webb, les méchants sont au départ des gentils. Alors souvent, ils deviennent méchants par le biais d'expériences scientifiques ratées. Ceci permet de les humaniser, donc c'est une excellente chose vu que ça dépasse le cadre du simple méchant sans saveur ni réel background. Néanmoins, à force, on peut trouver ça lassant d'avoir toujours cette tentative d'être gentil au début et ensuite de devenir méchant.
Donc je sais pas ce que vous en pensez. Bah, oui, c'est vrai que ça peut être agaçant, surtout que dans l'honnête trailer de la trilogie Spider-Man, qui est très très drôle, il nous montre qu'en fait tous les méchants finissent par se suicider, que Peter Parker ne les tue pas. Et que c'est tous ses potes au début. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une petite redondance de le faire une fois ou deux, ça peut passer, mais de le faire pour tous, au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu... soit c'est ses profs, soit c'est des amis de ses parents, soit c'est l'assassin de son oncle, soit c'est son meilleur ami d'enfance. Enfin, Après, c'est les comics qui veulent ça. Oui, c'est les comics qui veulent ça, bien sûr, hein, mais c'est bon. Effectivement, à un moment, un petit méchant qui vient d'ailleurs, ça peut être... Ça, tu vas te blesser, tu vas devenir méchante. Bah, en termes de méchants, je trouve par exemple que le Electro dans le dernier volet interprété par Jamie Foxx, c'est une catastrophe, quoi. Comment ? C'est pas le meilleur. Ah non, c'est pas c'est le pire même. À mon sens, c'est le pire. Il est mal joué. Enfin, ce serait joué par n'importe quel comédien lambda, ça passerait de la même façon. C'est le personnage en fait qui passe. Ouais, alors que bon, Octopus dans la trilogie Raimi, voilà, c'est. Ah oui, mais Octopus c'était le. Octopus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur. Ah bah voilà, c'est le Alfred Molina. Et c'est Alfred Molina aussi qui porte le truc. Je trouve que si le 2 est de loin le meilleur de la première trilogie, c'est grâce à lui, parce que c'est son interprétation du méchant qui est. Complètement démentiel. Enfin, il est vraiment il est dans la surenchère, mais il n'est pas dans le. Enfin, c'est pas trop, quoi. Pas comme Willem Dafoe. Voilà, qui fait le bouffon. Exactement. D'ailleurs, au même titre que le 3 est à mon avis le pire, surtout parce que Venom est le pire méchant. En fait, la qualité des films suit aussi la qualité des méchants. Ouais. Et ça va décrescendo pour la trilogie de Raimi, justement. Ouais. Donc, enfin, il y avait le bouffon vert, ouais. Octopus, et Venom. Là, j'ai pas assez de. Faudrait creuser. Donc voilà. Mais du coup, dans le The Amazing Spider-Man. Enfin, il y a surtout Dane DeHaan qui joue Harry Osborn, qui prend le rôle de James Franco et qui est vraiment excellent et même limite un peu trop, tellement il joue la torture psychologique. Limite avec sa mèche, il me rappelait quand même Peter Parker dans Spider-Man 3, c'est-à-dire pas le moment le plus glorieux, pas le moment le plus glorieux du funk ridicule du Régis sur Broadway, mais j'avais beaucoup aimé Rhys Ifans en lézard parce que déjà je trouve que c'est un acteur qui a un potentiel sympathie énorme qu'on a vu dans Good Morning England ou Couteau dans Notting Hill. Enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui jouait avec beaucoup de sincérité et de retenue. Et de subtilité aussi. Oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de subtilité et d'élégance. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il s'est fait beaucoup bâcher parce que le design du lézard est vraiment visuellement, c'était ignoble. Très bizarre, mais je trouve qu'en lui-même, l'acteur est franchement excellent. L'acteur est bon, mais visuellement, personnellement, j'avais vraiment trouvé ça horrible. Je suis pas tant choqué que ça, moi, par l'aspect du lézard. C'est un de mes préférés. Après Octopus, je trouve que le lézard, enfin au niveau, mais encore une fois c'est l'acteur qui fait tout, je trouve qu'il est vachement crédible. Non, et puis si tu aimais le beau, ça se saurait. Donc, bah tu serais pas là déjà. Voilà. Mais il y a les acteurs, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les effets spéciaux. Moi je trouve que les effets spéciaux de la première trilogie ont pas très bien vieilli. Ouais. Et pour le 2, je trouve que c'est resté vraiment parfait. Ensuite, en revoyant le 3 récemment, je me suis dit, mais il s'est pris un vilain coup de vieux par rapport au 2. Je me l'explique pas. Bah, c'est Venom, je pense surtout. Ah, c'était même vraiment en matière d'incrustation et de 3D, c'était vraiment, ça piquait les yeux. Ah, ça m'a fait un peu le même effet sur le 2, moi. Tout ça, ça touche à la réalisation. On va en parler tout de suite de la réalisation. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves. Donc Sam Raimi, qui vient de l'horreur, et Mark Webb, qui est connu pour ses comédies romantiques indépendantes. Donc évidemment, deux visions complètement différentes du cinéma et évidemment du super-héros. Ce qui nous donne, pour le cas de Sam Raimi, un Spider-Man introspectif qui s'intéresse à l'adolescent et à ses traumatismes plus qu'au héros, alors que Mark Webb, lui, va vouloir nous faire justement une comédie romantique avec beaucoup d'action et de fun, ce qui fait, ce qui motive les choix dont on a parlé avant, des acteurs différents, des tons différents. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous préférez comme ton? En fait, dans un monde parfait, on aurait eu un mix des deux. C'est-à-dire, on aurait eu la maîtrise de Sam Raimi en matière de scènes d'action, parce que c'est absolument monstrueux. Et c'est d'ailleurs une des rares choses qui sauve Spider-Man 3 de la médiocrité absolue. Et de l'autre, on a Mark Webb qui gère le côté romantique de la chose avec beaucoup de panache oui, c'est pétillant, avec un ton pétillant et une réelle alchimie entre les acteurs. Donc c'est deux approches totalement différentes, chacune avec leurs défauts et leurs qualités. Donc le débat est là, quoi. Ouais.
En termes notamment de comédie romantique, il y a certaines scènes, notamment le deuxième volet du film de Whedon, notamment la scène de remise des diplômes, qui est vraiment complètement pétillante. On est dans l'univers de 500 jours ensemble, presque. Ça passe complètement. C'est sûr qu'après, dans les films de Rémi, c'est plus l'action punchy qui ressort plus, bien que je trouve que Mark Webb, par rapport au premier volet, là, c'est encore... nettement amélioré. Mais en même temps, on part de très loin en termes de relation entre les personnages, parce que sincèrement, au bout de 3 minutes, Tobey Maguire et Kirsten Dunst en Peter Parker et Mary Jane, on en a marre, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont statiques, leur relation ne bouge pas, etc. Alors quand on se retrouve avec Andrew Garfield et Emma Stone, qui sont punchy, qui font vivre un truc, on a vraiment l'impression de voir une vraie relation de vrais gens comme dans la vraie vie, quoi, à la limite. Donc, ouais, c'est ça, c'est aussi l'intention de Webb, c'est d'aller vite. C'est-à-dire que je pense, peut-être je m'avance, mais qui se dit, bon, ok, on fait un reboot. Rémi a déjà tout dit, donc les gens savent que Peter se fait mordre, qu'il n'ose pas dire à Mary Jane ou à Gwen au début qui il est vraiment, que son oncle meurt. Donc il boucle tout ça en 1 heure chrono. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. En 1 heure chrono, il fait tout, et même la naissance du méchant. Il se dit, c'est pas la peine de... Parce que tout ça, quand même, Rémi, il met 1 film et demi à le faire. Ouais. Donc, oui, mais il y avait quoi avant le film de Rémi? Donc c'était un peu obligatoire. C'est pas faux, pas faux non plus. Et puis en même temps, il prend extrêmement son temps. Ouais, mais en même temps, il y a ça, et en même temps, on ne parle des Osborn que dans le 2e épisode de The Amazing Spider-Man, alors qu'ils sont tous les deux, dès le départ, intégrés à l'histoire de Peter Parker. Dans les films de Rémi. Dans les films de Rémi, ouais. Ce qui est peut-être une erreur aussi, parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux amené, enfin fait en tout cas, sans un casque, on dirait vraiment un méchant de bioman. Oui, mais après on tombe sur le côté, le film a pris un peu un coup de vieux, quoi. Voilà, il a pris cher, je trouve. Mais au niveau, justement, pour que ça vieillisse moins, il faut des personnages profonds. Et je trouve que Willem Dafoe est moins profond que le personnage donc de Jane Diane. Voilà, j'y arriverai un jour. Qui lui a une dégénérescence, et du coup, tu vois, c'est son aspect qui se modifie, et ça vieillira moins avec le temps. Mais par exemple, le Spider-Man 2 de Rémi, même s'il a vieilli aussi sur certains effets visuels, l'histoire est tellement forte, les interprétations sont tellement vraiment au-dessus, que voilà, le film passe encore merveilleusement bien. Les deux réalisateurs ont leur qualité, oui, comme on disait. C'est-à-dire que le traitement des personnages chez Rémi, il perd en action ce qu'il y a chez Webb, qui lui est punchy, drôle. On a un Spider-Man qui est comique. Et Webb, on sent quand même qu'il a été un clipper. Oui, à la base. Complètement. C'est un clipper à la base. Et c'est qu'au niveau du montage, des musiques utilisées, parce que c'est des bandes originales très différentes aussi. Chez Webb, il y a beaucoup plus de bandes son, c'est beaucoup plus indé, The Shins, c'est des groupes indés et qui apportent justement cette petite patte différente et un peu moins mainstream peut-être que chez Rémi. Disons qu'on est dans de la modernité aussi. Oui. Voilà, est-ce que ça vieillira bien? Le temps le dira. Voilà. On se donnera rendez-vous pour Spider-Man 3, puisqu'il y en aura un, les Sinister Six, on sait qu'il y en aura. De toute façon, on va bouffer du super-héros pendant encore 20 ans, donc on en reparlera bientôt de toute façon. Salut. Ou par le fait qu'ils deviennent méchants parce qu'ils en ont marre d'être gentils. En tous les cas, cette tentative... C'est trop mignon. Ils deviennent méchants parce qu'ils en ont marre d'être gentils. Je suis trop gentil. Je suis méchant. Génial.